Des images de vidéosurveillance à l'examen médico-légal, les enquêteurs disposent aujourd'hui de nombreux outils à leur disposition. Mais même avec ces technologies, toutes les affaires ne sont pas faciles à la résoudre. Parfois, il faut un minuscule élément de preuve et un œil attentif pour que toutes les pièces du puzzle s'assemblent. Rejoignez-nous dans l'épisode d'aujourd'hui alors que nous examinons 3 exemples d'enquêteurs observateurs qui ont aidé à résoudre une affaire apparemment impossible. Anna Repkina. Anna Repkina, 26 ans, pensait avoir trouvé son âme sœur en rencontrant en ligne Will Hargrove, aussi âgé de 26 ans. Originaire de l'Oregon, Hargrove vivait aux États-Unis mais s'intéressait à tout ce qui touchait à la Russie. Après leur rencontre en ligne en 2016, leur romance a vite fleuri. Au fil des mois, ils se sont envoyés des milliers de messages, de mèmes et de photos et ont découvert qu'ils avaient une multitude de points communs, notamment leur goût pour la musique. Folle amoureuse de Hargrove, Anna a décidé cette année-là de partir aux États-Unis pour passer les vacances avec lui et tester leur relation en vrai. En 10 jours, Anna s'est investie dans la vie de Hargrove en Oregon. Elle a retrouvé ses amis, fait des excursions sur la côte et célébré le Nouvel An ensemble. À la fin du voyage, Hargrove a demandé Anna en mariage et elle a accepté. Elle était absolument ravie lorsqu'elle est retournée en Russie avec l'intention de déménager à l'étranger dès que possible. Selon ses amis, elle a rapidement commencé à parler de robe de mariée, mais à l'insu d'Anna, Hargrove fréquentait une autre femme. Michelle Chavette, mère de 2 enfants mariée d'une trentaine d'années, vivait à Albany, Oregon, quand Anna et Hargrove se sont rencontrés. Alors qu'elle travaillait comme chauffeuse de taxi, Michelle a rencontré Hargrove et a tout de suite eu un faible pour lui. Bien que son propre mariage n'ait pas été violent, il était certainement sans amour. Michelle affirmait qu'elle et son mari ne partageaient assez guère plus qu'un lit et qu'ils étaient plus comme des colocataires que comme des partenaires romantiques. Peu après, une liaison a débuté entre eux et Michelle a logé Hargrove dans sa chambre d'amis sans que l'on sache si son mari connaissait la vraie nature de leur relation. Finalement, Michelle a décidé qu'elle quitterait son mari. Elle ne savait juste pas quand. Pour signifier sa promesse, elle a donné à Hargrove son alliance. C'était la même bague qu'il offrirait plus tard à Anna. En mars 2017, Anna est revenue en Oregon pour organiser son mariage avec Hargrove. Furieuse que Hargrove ait offert sa bague à la jeune femme de 26 ans, Michelle a refusé de la garder chez elle, obligeant Hargrove et Anna à louer un appartement à Corvallis, petite ville universitaire proche. Finalement, Anna s'est méfiée de Hargrove, remarquant qu'il était souvent injoignable des heures sans être au travail. En fait, il passait du temps avec Michelle. Fatiguée de tout cela, Michelle a envoyé un message à Anna sur Facebook, disant qu'elle partageait Hargrove, mais Hargrove a dit à Anna que Michelle était son ex-petite amie folle. Anna a choisi d'ignorer Michelle après cela, et elle et Hargrove ont continué à préparer leur mariage. Le couple avait décidé d'engager un officiant et de se marier sur la plage, mais lorsqu'ils sont arrivés, ils ont découvert que l'officiant n'était pas venu. On a découvert plus tard que Hargrove n'avait pas prévu d'officiant ni obtenu de licence de mariage. Attristée mais pas découragée, Anna pensait qu'ils pouvaient simplement reprogrammer la date de leur mariage. Mais avant que cela ne puisse arriver, Michelle a donné un ultimatum à Hargrove, lui demandant de choisir entre elle et Anna. Le corps d'Anna a été découvert sur une route forestière isolée à Alcy le 17 avril 2017. Elle est morte d'un coup de fusil de chasse à la tête. Elle était entourée de déchets, de paquets de cigarettes et de papiers de bonbons. Mais au milieu de tous ces déchets, les détectives ont découvert un reçu de KFC collé contre un sac en plastique transparent. Il indiquait la date et l'heure de la transaction et le numéro de la carte de débit utilisée était lié à Kevin Thomas, un ami de Will Hargrove. Kevin dit qu'ils mangeaient du KFC ensemble chaque vendredi. Lorsqu'on l'a interrogé davantage, il a précisé que Hargrove lui avait récemment emprunté son fusil de chasse, je cite, « se défouler un peu ». Plus tard, il serait retrouvé à l'arrière du véhicule de Hargrove.
Hargrove a dit à tous, y compris Michel, qu'Anna était partie après avoir fait sa valise, alors qu'en réalité, il l'avait assassinée. Hargrove a ensuite retiré 800 $ des comptes d'Anna pour régler sa facture d'assurance auto. La vidéosurveillance l'a aussi filmé achetant des Legos et des cigares. Dans les jours qui ont suivi la supposée disparition d'Anna, Hargrove a adopté des comportements étranges. Il a commencé à faire des recherches sur le voyage dans le temps et à demander à des inconnus en ligne des conseils sur la façon de remonter le temps et de corriger les choses. Une erreur terrible, proposant même de vendre son âme. De plus, dans une tentative de maintenir la supercherie, il a continué à envoyer des messages à Anna lui demandant de le contacter, tout en sachant très bien qu'elle ne répondrait jamais. Après avoir été interrogé, Hargrove a admis avoir jeté les ordures, mais il a affirmé les avoir déposées dans un autre quartier de la ville, pas là où le corps d'Anna avait été retrouvé. Peu de temps après, il a demandé un avocat et il a ensuite été arrêté pour le meurtre d'Anna Repkina. Il a été jugé en octobre 2009 avec Michel témoignant pour l'accusation. Elle a admis avoir donné un ultimatum à Hargrove, mais a déclaré qu'elle n'avait jamais voulu qu'Anna soit tuée, seulement qu'il rompe avec elle. Le jury a délibéré pendant moins de 3 heures et a rendu un verdict de culpabilité. Hargrove a été condamné à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle après avoir purgé 25 ans. Vicky Lynn Hoskinson. Vicky Lynn Hoskinson, 8 ans, a été vue pour la dernière fois le 17 septembre 1984 à Tucson, Arizona. Cet après-midi-là, sa mère, Debbie Carlson, lui a demandé de poster la carte d'anniversaire de sa tante. Il semblerait que c'était la première fois que Debbie laissait Vicky ou l'un de ses enfants sortir seul. Souvent, elle ne les laissait sortir qu'à deux pour leur sécurité. Debbie était loin de se douter que ce petit déplacement allait bouleverser la vie de toute sa famille. Après 20 minutes sans nouvelles de Vicky, Debbie demanda à Stéphanie, sa fille de 11 ans, d'aller voir ce qui se passait. Après avoir marché sur plusieurs pâtés de maison, la jeune fille découvrit le vélo rose de sa sœur, abandonné sur le bord de la route. Il était à un pâté de maison de l'école primaire Homer Davis. Stéphanie retourna aussitôt prévenir sa mère de sa découverte. Et Debbie s'est rendue sur les lieux pour récupérer le vélo et le mettre dans le coffre de sa voiture. Avant cela, la famille a commencé à se disperser et à chercher Vicky, mais ils n'ont trouvé aucune autre trace d'elle, alors ils ont appelé la police. Très vite, une recherche a été lancée, des tracts étaient distribués, et la famille de Vicky racontait tout ce qu'elle savait à la police et aux journalistes. Lorsque la disparition de Vicky s'est répandue, des témoins se sont manifestés. Une personne se souvenait avoir vu une fillette correspondant à la description de la petite fille de 8 ans avec une femme adulte dans un magasin à proximité. Un portrait robot de la femme a été réalisé et publié, mais finalement, la police a écarté la possibilité que cette observation soit liée à l'affaire de Vicky. Les enquêteurs ont vite eu une piste après avoir interrogé un enseignant de l'école primaire qui se rappelait avoir vu un conducteur suspect garé dans la ruelle voisine. L'enseignant a eu l'impression que le conducteur traînait alors qu'il surveillait un groupe d'enfants en train de jouer et il a rapidement remarqué que le conducteur faisait des gestes bizarres. Il a ensuite noté le numéro de la plaque d'immatriculation et l'a remis à la police lors de son interrogatoire. Plusieurs autres témoins se sont souvenus du véhicule, une Datsun de couleur sombre, et une petite fille a déclaré que le conducteur, un homme, lui avait fait un geste obscène en passant devant sa maison. Un témoin a vu le véhicule reculer contre un poteau téléphonique et plusieurs autres ont vu un petit enfant dans la même voiture. En vérifiant la plaque d'immatriculation, les autorités ont retrouvé Frank Jarvis Atwood, 28 ans, de Los Angeles, Californie. Il vivait chez ses parents après avoir été libéré sur parole, ayant passé du temps en prison pour avoir forcé un enfant de 8 ans à descendre de son vélo, l'avoir tiré sur sa moto et l'avoir agressé sexuellement. Quelques heures après le passage des détectives chez les Atwood, le jeune homme de 28 ans a appelé ses parents pour demander de l'argent car sa voiture était en panne à Kerrville, Texas. Ses parents ont ensuite informé le FBI de la localisation actuelle de leur fils et Atwood ainsi que son compagnon de voyage James McDonald ont été arrêtés le 20 septembre soupçonnés d'enlèvement. Atwood a déclaré qu'il était dans le quartier de Vicky le jour de sa disparition, logeant dans un parc voisin. Il a affirmé avoir quitté la zone entre 15h et 17h mais n'a pas pu préciser exactement où il se trouvait à ce moment-là. James McDonald a confirmé qu'ils étaient dans la région et qu'Atwood était parti à 15h après une dispute. À son retour, McDonald a déclaré avoir du sang sur les mains et les vêtements.
Atwood a affirmé qu'il s'était battu avec un trafiquant de drogue à l'extrémité ouest de la route Hainaut et qu'il l'avait poignardé. Un autre ami d'Atwood, qu'il avait laissé dormir dans sa caravane pendant 2 nuits, a confirmé cette histoire, affirmant que le jeune homme de 28 ans était arrivé avec du sang sur ses vêtements et ses mains. Atwood avait dit à son ami qu'il avait poignardé un trafiquant de drogue et l'ami lui avait suggéré de se débarrasser de ses vêtements. Ces vêtements n'ont pas été retrouvés. En inspectant de plus près le véhicule d'Atwood, les détectives ont remarqué des éclats de peinture sur le pare-choc avant. Des experts en reconstitution d'accidents ont fait correspondre la peinture à celle du vélo de Vicky. Les dommages sur le carter de protection de la voiture étaient compatibles avec l'une des pédales du vélo. De plus, un plaquage de nickel provenant du pare-choc de la voiture a été retrouvé sur le vélo de Vicky et une boîte aux lettres a été retrouvée endommagée à l'endroit où le vélo avait été récupéré. Alors que les enquêteurs supposaient que le vélo de Vicky avait été percuté à faible vitesse par la voiture d'Atwood, Atwood affirmait qu'il n'avait jamais croisé Vicky malgré les preuves montrant que son véhicule était entré en contact avec son vélo. Et en décembre, il a plaidé non coupable aux accusations d'enlèvement portées contre lui. Le 12 avril 1985, 4 mois plus tard, un randonneur a trouvé un petit crâne humain dans le désert près de Tucson. Ce lieu était à environ 32 km de là où le vélo de Vicky avait été retrouvé. Malheureusement pour les enquêteurs, les restes avaient été dispersés et leur état était tellement détérioré que la cause du décès n'a pas pu être déterminée. Les dossiers dentaires ont permis d'identifier les restes comme ceux de la fillette de 8 ans. Les experts ont établi que son corps avait été déposé dans le désert sous 48 heures après sa disparition. Le 26 mars 1987, Atwood a été condamné pour meurtre au premier degré. Moins de 2 mois plus tard, il a été condamné à mort, mais il allait passer encore des décennies dans le couloir de la mort. Debbie Carlson a déclaré « J'aurais aimé avoir 25 années de plus avec Vicky ». Pendant ce temps, Atwood a obtenu son diplôme, écrit plusieurs livres, s'est marié et a reçu tous les soins médicaux et dentaires nécessaires, payés par nous. Pendant son incarcération, Atwood a obtenu 2 diplômes et a également trouvé la foi, devenant membre de l'Église chrétienne orthodoxe grecque. Il a continué à clamer son innocence et a même affirmé avoir été piégé par la police, bien que ses demandes de réexamen de son dossier aient été rejetées à chaque fois. Atwood a été déclaré mort à 10h16 le 8 juin 2022 à Florence, en Arizona, après avoir reçu l'injection létale à l'âge de 66 ans. Jusqu'à sa dernière déclaration, il a maintenu son innocence sans présenter d'excuses à la famille de Vicky, remerciant seulement sa femme. Son équipe juridique est Jésus-Christ. L'affaire de Vicky a été présentée à la fois dans Forensic Files et dans FBI Files. Sa mère, Debbie, est devenue une militante pour les droits des victimes après la disparition de sa fille, aidant à instaurer le système Alerte Amber dans le sud de l'Arizona en 2000. Melissa Brannon. Melissa Brannon, 5 ans, a disparu le 3 décembre 1989 lors d'une fête de Noël avec sa mère Tammy dans leur complexe Woodside Apartments à Lawton, Virginie. Le duo est resté et a discuté avec ses voisins pendant quelques heures, jusqu'à environ 22 heures, lorsque Tammy a décidé qu'il était temps de rentrer à la maison. Au moment de partir, Melissa a demandé à rentrer prendre des chips. Sa mère a accepté, mais elle n'a jamais revu sa fille. Selon le Washington Post, Tammy a commencé à chercher Melissa frénétiquement et a trouvé une fenêtre ouverte dans une salle de service, ce qui lui a fait craindre le pire et crier à l'aide. Les autorités sont vite arrivées sur place et plus de 300 bénévoles ont participé à la recherche de la fillette disparue. Aucune preuve concernant Melissa n'a été trouvée, mais un suspect a rapidement attiré l'attention des enquêteurs. Caleb Hughes était le gardien de 23 ans de la résidence et y travaillait depuis seulement 3 semaines. Il était aussi absent lors de la disparition de Melissa, son nom cité dans plusieurs témoignages. De nombreuses femmes à la fête affirment que Hughes leur a proposé des relations sexuelles, d'autres l'ont aussi remarqué. Il montrait beaucoup d'attention aux enfants, notamment Melissa. À un moment, il aurait été assis avec la fillette et sa mère. Il a acheté un cupcake à Melissa et lui a dit qu'elle était jolie. Peu après le début des recherches pour la fillette de 5 ans, les enquêteurs ont visité l'appartement qu'il occupait avec sa femme à Woodbridge, à moins de 10 miles du complexe. Ils ont découvert qu'il avait mis toute sa tenue de la soirée dans la machine à laver et qu'elle avait déjà été lavée. Notamment, cela comprenait ses chaussures, dont les semelles avaient été découpées, ainsi qu'un couteau, son étui et sa ceinture. La femme de Hughes a dit qu'il avait posé les objets dès son retour à la maison.
Les autorités ont aussitôt saisi les objets comme preuve. Par la suite, les détectives ont examiné sa berline Honda Civic rouge et l'ont saisie afin qu'elle puisse être examinée par des experts médico-légaux. Carole, l'épouse de Hughes, a beaucoup aidé les enquêteurs durant cette période. Elle a déclaré à la police que le jeune homme de 23 ans était rentré avec 2 heures et demie de retard et que, selon le compteur kilométrique, il avait parcouru plus de distance que d'habitude. Elle a noté que la voiture avait parcouru plus de 80 km cette nuit-là. Hughes a expliqué qu'il avait acheté un pack de 6 bières après le travail et pris un chemin plus long pour rentrer. Les détectives doutèrent de son histoire car il disait être rentré chez lui à 00h30, mais en raison de la réglementation de l'État, les magasins d'alcool ne vendaient pas d'alcool après minuit. Peut-être que la preuve la plus notable dans cette affaire était les fibres découvertes sur le siège avant de la voiture de Hughes. La nuit de la disparition, Melissa portait un sweatshirt de 1, rue Sésame, avec gros oiseaux de 1, rue Sésame sur le devant. Comme ils n'avaient ni le sweatshirt de Melissa ni son corps, ils ont décidé d'acheter un vêtement identique et de comparer les fibres du sweatshirt à celles trouvées dans le véhicule. C'était une correspondance exacte. Les autorités ont également retrouvé des poils de lapin. La mère de Melissa portait un manteau en fourrure de lapin lors de la fête, ainsi que des fibres bleues correspondant à celles du blazer de Tammy. Les enquêteurs ont émis l'hypothèse qu'à un moment donné, après avoir quitté la fête, Melissa se trouvait sur le siège passager du véhicule de Hughes et que les fibres et les poils s'étaient transférés. Les enquêteurs pensaient avoir trouvé leur suspect, mais sans ce scène de crime, ils ne pouvaient les pas accuser de meurtre, même sans le corps de Melissa. Ainsi, au lieu de nuire à l'affaire en essayant d'inculper Hughes pour meurtre, il a plutôt été inculpé d'enlèvement avec intention de souiller. Le jeune homme de 23 ans a été reconnu coupable en mars 1991 et condamné à 50 ans de prison. Bien que les forces de l'ordre pensent que Hughes est responsable, elles considèrent toujours l'affaire comme non résolue puisqu'il n'a jamais été inculpé de meurtre. Le corps de Melissa reste introuvable à ce jour. 2019 a marqué les 30 ans de cette affaire. La police a lancé de nouveaux appels à témoins et réexamine les anciennes preuves, espérant que les techniques médico-légales modernes leur permettraient enfin de clore l'affaire. Tammy Brannon, qui s'est remariée après la disparition de sa fille, a gardé son ancien nom dans les annuaires au cas où sa fille serait encore en vie et souhaiterait la contacter. Elle a refusé au fil des années de faire déclarer Melissa décédée. Commentant l'appel pour le 30e anniversaire, Tammy a déclaré « La police de Fairfax n'a jamais cessé de m'impressionner par son dévouement à cette affaire. Ce qu'ils font et ce qu'ils ont toujours fait, ils ne se sont jamais arrêtés. » Elle a dit que la douleur d'un enfant disparu ne s'efface jamais. Cela fait partie de votre vie. Ma fille me manque chaque jour. Cela fait 30 ans, mais ça ne m'empêche pas de ressentir son absence. Aujourd'hui, la police espère que ceux qui connaissaient Hughes ou ont vu quelque chose en 1989 se sentiront plus à l'aise de leur parler après tout ce temps. Hughes a été condamné en 1987 pour avoir donné de la bière à une fille de 15 ans contribuant à la délinquance d'un mineur. Il avait également été condamné pour vol de voiture en 1986. Hughes a toujours clamé son innocence, même après sa condamnation. Tammy se rappelait lui avoir parlé une fois en prison en 1991, juste après sa condamnation. Elle a noté « Il n'a pas nié avoir pris ma fille, mais il ne l'a pas confirmé non plus. Je lui ai dit que je savais qu'il avait pris ma fille. Je voulais juste savoir où elle était. Un moment, j'ai cru qu'il me le dirait, mais non. » Hughes a été libéré sur parole en août 2019, après avoir purgé seulement 29 ans de sa peine de 50 ans. Il a déménagé à Rocky Mount, Virginie du Sud-Ouest, racontant à ses collègues qu'il était ancien combattant, veuf d'une femme morte d'un cancer, et avait quitté sa ville pour fuir de mauvais souvenirs. Comme personne n'avait de raison de douter de son histoire, il a rapidement commencé à proposer ses services de babysitter à ses collègues. Pourtant, il devait éviter tout contact avec des mineurs du fait de son statut de délinquant sexuel, condition de sa libération. Plus tôt cette année, Hughes a été arrêté pour avoir violé sa libération conditionnelle après la découverte de sa vraie identité par un collègue. Pendant sa période hors de prison, il avait pu faire du babysitting pour un garçon de 9 ans et sa sœur de 5 ans à de nombreuses reprises. Et il leur avait même offert des cadeaux, que la famille a remis aux enquêteurs. Hughes doit être libéré de prison à nouveau en 2039, date à laquelle il aura 73 ans. Toute personne ayant des informations sur l'affaire Melissa peut contacter le bureau des crimes majeurs de la police du comté de Fairfax au 7 103 200 46 7 1800 option 8 ou
Alternativement, vous pouvez contacter le Centre national pour les enfants disparus et exploités au 1-8 10843 5678. Et voilà les faits. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres théories et spéculations et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé, restez vigilants et en sécurité, à la prochaine fois.